C'est exactement une question de logique. Donc, en fait, on a fait exactement le contraire de ce qu'il fallait. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions en disant, mais pourquoi est-ce que nous subissons un terrorisme médiatique cette année? Donc, j'ai commencé à aller voir les chiffres aussi, parce que donc de nouveau là, il y avait des instituts qui nous annonçaient des millions de morts. Hein, on allait jusqu'à nous annoncer 65 millions de morts. Ça, c'était dans le modèle promu par Bill Gates, et je reparlerai de Bill Gates dans quelques minutes parce que cet homme est la clé de la compréhension de tout ce qui se passe actuellement au niveau mondial. Donc, si on ne met pas Bill Gates dans l'équation, on ne comprend pas pourquoi les choix ont été faits comme ça. Et donc, beaucoup de personnes aujourd'hui disent les gouvernements ont pris des décisions désastreuses, ont pris des décisions qui sont en dépit du bon sens, c'est de l'incompétence. C'est pas du tout le cas. Non, ils ont pris des très bonnes décisions. À ça, je réponds non, non, au contraire, ils ont été extrêmement précis dans leur façon de communiquer pour que, justement, nous soyons dans une confusion totale qui fait qu'on n'y comprend plus rien. Alors, il y a eu quand même quelques cailloux dans les chaussures de leurs pieds, là, enfin, les chaussures des gens qui se croient au pouvoir. Et un des cailloux s'appelle Didier Raoult. Hein. Bon, ça, je pense que je ne dois pas en parler beaucoup. Didier Raoult, qui est probablement le plus grand virologue du monde, ou sinon parmi les 5 plus grands virologues du monde et les plus grands spécialistes des maladies infectieuses. J'ai lu un petit bouquin qu'il vient de sortir et qu'il a mis en accès libre sur Internet, qui décrit tout son parcours et toute son expérience. Il a écrit ça en quelques jours et il l'a publié sur Internet. Donc, j'ai lu tout son parcours. C'est impressionnant ce que ce bonhomme a réalisé. C'est lui qu'on appelait au chevet de toutes les épidémies, que ce soit le SRAS, etc. Il est même intervenu lorsque les États-Unis ont été attaqués avec l'anthrax. Oui. C'est à lui qu'on a fait appel pour essayer de démêler les morceaux qui étaient là pour savoir mais d'où vient cet anthrax. Bon, finalement, ils ont découvert que l'anthrax venait de l'armée américaine elle-même, alors que c'était mis en place au départ pour faire croire que c'était de nouveau Al-Qaïda qui attaquait les membres du gouvernement. Bon, c'était un peu dommage d'avoir appelé le meilleur spécialiste qui a été capable, évidemment, d'identifier la carte d'identité de cet anthrax. Bon, je ferme ma parenthèse. Donc, ce bonhomme-là, qui a plus de 2000 publications scientifiques à son actif, qui a une série de prix impressionnante, lui, il a dit, bah, regardez, en Chine, ils ont utilisé l'hydroxychloroquine. Moi, je viens de le tester sur 24 patients. Combiné avec l'azithromycine. Voilà, combiné avec l'azithromycine, hein, parce qu'il faut bien préciser, j'y suis revenu, voilà. Le côté vraiment bactérien, la dimension bactérienne de cette histoire. Voilà. Et là, on a assisté à un déferlement de critiques vis-à-vis de cet homme qui était 100 fois plus intelligent et 100 fois plus compétent que tous les gens qui les descendaient dans les médias. Donc, c'est là où je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que tout à coup, il soulève des questions de méthodologie en disant oui, mais il faut faire des expériences en double aveugle. Attends, là, on est en urgence, c'est pas le temps de faire une étude. D'ailleurs, on le voit, l'étude Discovery n'a toujours pas rendu ses premiers résultats et la pandémie est en train de se terminer. Donc, on peut se demander, mais est-ce que vraiment le souci des médias et des gouvernements, c'était la santé et la protection de la population, ou est-ce que c'était vraiment veiller à faire passer dans le public l'information que non, la seule solution, ce seront les antiviraux et les vaccins. Ouais. Voilà. Et donc, c'était tellement gros comme critique de dire ouais, mais l'hydroxychloroquine, il y a des effets secondaires. Mais oui, on les connaît très très bien, les effets secondaires, mais ce sont des effets qui sont très limités. On sait les précautions à prendre par rapport aux gens qui ont des problèmes cardiaques, mais c'est un médicament qui existe depuis 71 ans et qui a été administré à plus d'1 milliard de personnes sur la planète. Et on sait que les effets secondaires sont hyper minimes. Et pourtant, on a mis en lumière les rares effets secondaires pour des pathologies très précises. Et après 3 ans de prise du médicament, c'est pas après avec 10 jours. Bon, bref. Donc, on peut se demander, mais pourquoi autant de mauvaise foi? Pourquoi autant de déferlement sur oui, mais c'est parce qu'en fait, en faisant ça,
il mettait à mal le plan qui était en place. Et donc là, on peut se demander, mais c'est quoi le plan? C'était quoi le plan? Alors, pour ça... Là, on arrive vers la fin de l'histoire. Là, tu as fait monter la pression. Non, mais t'es storyteller, mais juste fabuleux. Là, t'es extraordinaire. Et je salue parce qu'il y a 9500 personnes là qui sont suspendues à tes lèvres pour connaître l'histoire. Bon. Coupure publicité. Non, vas-y. Bon, alors, donc, on peut se dire, mais alors, c'est que ils veulent vraiment pousser leur solution, entre guillemets, leur solution miracle, la seule solution qui est la solution du vaccin. D'ailleurs, dans ma conversation du lundi numéro 26, de début février, j'avais fait tout un passage de ma conversation où je parlais de la multiplication de films apocalyptiques produits par Hollywood qui nous montrent chaque fois des situations de pandémie mondiale avec un virus très contagieux et très mortel, ce qui jusqu'à présent n'est jamais arrivé dans l'histoire de la virologie depuis je dirais des milliards d'années, puisque finalement les virus ils existent sur Terre depuis bien avant nous. On n'a jamais trouvé quelque chose qui était à la fois très contagieux et très mortel. Bon, je l'explique dans ma vidéo. Par rapport à cette dimension apocalyptique, je renvoie aussi vers la vidéo de Youssef Indy qui a été réalisée par Silvano Trota, sur laquelle tu m'as envoyé. Youssef Indy, l'interview réalisée par Silvano Trota, vous tapez Silvano Trota, Youssef Indy, vous allez voir sur la dimension messianique, c'est-à-dire c'est des personnes qui veulent faire advenir l'apocalypse eux-mêmes d'une certaine manière pour attendre, parce que bon, ils attendent le retour du Messie, ils croient qu'il n'est pas encore revenu ou en tout cas qu'il est en retard, donc ils se disent nous on va le speeder un petit peu, donc on va envoyer la sauce, et en se basant sur les textes de l'apocalypse, ils se disent on va envoyer les 7 fléaux, enfin voilà toute cette dimension là. Donc, et cette interview de Youssef Indy est exceptionnelle. J'ai écouté hier soir sur ton conseil, Jean-Jacques, et vraiment elle est exceptionnelle. Ah oui, elle est exceptionnelle. C'est un des très grands spécialistes des religions et des différentes religions monothéistes. C'est une interview. On pourra peut-être juste après, tu pourras peut-être mettre sous la vidéo la référence. Je la rajouterai. Parce que je pense que ça vaut vraiment la peine que vous écoutiez ça. Mais je vais pas rentrer là-dedans parce que moi je suis pas spécialiste des religions, mais effectivement il y avait ces films apocalyptiques qui présentaient toujours la solution finale, in extremis, comme étant le vaccin. Bon, ce qui est une aberration, en plus c'est une connerie parce qu'à partir du moment où les personnes sont déjà infectées, le vaccin n'a plus aucune utilité, je dirais. C'est normalement la vaccination, si elle marchait, pour prévenir, c'est censé. Elle est censée marcher, mais donc elle est censée prévenir. Mais une fois qu'on est infecté, c'est trop tard, ça sert plus à rien. Donc pourquoi est-ce qu'on annonce à une population qui est supposée être affectée par un coronavirus qu'elle va trouver son salut définitif par une vaccination dans 18 mois, alors que d'ici là, une immunité de groupe, le herd immunity, comme ils disent en anglais, donc l'immunité de troupeau, je dirais littéralement c'est ça que ça veut dire, l'immunité de troupeau, elle sera faite. Et donc c'est pour ça que les épidémies s'arrêtent à un moment donné. Bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut pousser absolument la solution du vaccin? Alors, une première réponse, je dirais assez basique, c'est pour gagner des milliards de dollars. Ça, c'est clair. La pépette là-dessus. Voilà. Alors là, on peut faire quelques recherches, mais je ne vais pas approfondir, mais je vous donne simplement quelques informations. C'est qu'on peut se demander, mais qui finance l'OMS? Alors, il faut savoir que dans les années 70, je fais un petit retour en arrière, dans les années 70, 89% du budget, qu'est-ce que je raconte? 79%, pardon. 79% du budget de l'OMS venait des pays et seulement 21% venait de fonds privés. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est 80% des fonds de l'OMS qui viennent de fonds privés et seulement 20% viennent de fonds de fonds étatiques. En plus, les États-Unis viennent de se retirer du financement de l'OMS, donc la dimension privée a encore augmenté. Voilà, c'est ça. Et quand on regarde, juste avant le retrait des États-Unis, quand on regarde les 4 plus gros financeurs de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, il y avait les États-Unis, mais les États-Unis, avec un certain nombre de fonds privés, c'est-à-dire le fonds étatique, n'était qu'une toute petite partie des États-Unis. Le deuxième, je vous le donne en mille, c'est la fondation Bill et Melinda Gates.
Le troisième, c'était le Royaume-Uni. Et le quatrième, c'était le Gavi, qui veut dire le Global Alliance for Vaccination and Immunization, ce qui veut dire l'Alliance globale pour la vaccination et l'immunisation. Et qui est-ce qu'on regarde, qui est-ce qu'on retrouve au sein du Gavi? Ben, je vous le donne en mille. De nouveau, ben, il y a le fonds Bill et Melinda Gates qu'on retrouve. Et contributeur principal. La fondation Rockefeller. Et si mes souvenirs sont bons, il y a aussi la fondation de la famille Soros. C'est-à-dire qu'on retrouve à chaque fois les mêmes personnes qui ont des intérêts privés, mais qui agissent de façon directe ou indirecte. Bien. Alors, on peut se dire, oui, mais enfin, Bill Gates, c'est quand même quelqu'un qui est un grand philanthrope. Il a donné sa fortune au service des plus démunis. C'est quand même d'une générosité extraordinaire. Extraordinaire. C'est des dizaines de milliards de dollars qu'il met dans cette fondation, etc. Alors là, je vous recommande de lire le livre de Lionel Astruc. Alors, je ne l'ai pas moi encore, mais j'ai écouté déjà toute une interview de Lionel Astruc qui a enquêté sur la fondation Bill et Melinda Gates. Oui, j'en ai entendu parler aussi. Ça vient de sortir. Et ce qu'il révèle, c'est que, en fait, la fondation Bill et Melinda Gates, je l'ai expliqué aussi dans une vidéo, donc je vais aller très vite, place son argent. Donc, en fait, Bill et Melinda Gates ont mis leur argent personnel dans la fondation. Donc, du coup, ils n'ont pas été imposés sur cet argent. Ils ont échappé à l'impôt grâce à ce système-là. La fondation a confié à un trust le fait de placer tout cet argent dans des entreprises commerciales. En priorité, les entreprises pétrolières, les entreprises pharmaceutiques, les entreprises comme Monsanto, Bayer et compagnie, etc., etc. Et grâce à ces placements très judicieux, ils reçoivent des dividendes chaque année. Et ce ne sont que les dividendes qu'ils donnent aux pays nécessiteux pour que ces pays achètent des vaccins ou achètent des graines génétiquement modifiées. Donc, leur achètent à eux. Donc, et évidemment, et en plus, comme la fondation de Gates fait pression sur les acteurs locaux pour qu'on commande chez telle compagnie plutôt que telle autre compagnie, la boucle est bouclée puisque, évidemment, les pays, avec l'argent qui leur est donné des dividendes de ces compagnies, enrichissent ces compagnies qui vont elles-mêmes enrichir la fondation Bill et Melinda Gates. Donc en fait, Bill Gates ne donne rien de sa fortune, mais par contre, il fait tourner le commerce. Et Lionel Astruc disait qu'en quelques années, la fortune personnelle de Bill Gates avait été multipliée par 2. Donc, en fait, il n'est pas en train de s'appauvrir. Il est en train, je crois qu'il est passé de 50 milliards à 100 milliards de fortune personnelle. Donc, je pense qu'on ne doit pas se plaindre de lui. Bill Gates est donc devenu l'homme orchestre de la campagne de vaccination mondiale. En fait, c'est lui maintenant qui prend la parole partout. Le journal L'Observateur en France a titré un article l'autre jour, Bill Gates, le médecin du monde. C'est quand même extraordinaire. C'est un gars qui n'a jamais fait d'études en médecine. Il est le principal financeur de l'OMS à travers tous ses fonds. Donc en fait, l'OMS décidant des politiques de santé, de traitement de la maladie, parce que ce n'est pas des politiques de santé, mais de traitement de la maladie à l'échelle du monde, c'est donc lui qui décide des politiques de santé, de traitement de maladie à l'échelle du monde, simplement. Voilà. Et on peut se demander, oui, mais bon, pourquoi est-ce que Bill Gates veut absolument vacciner? Il y a des articles qui viennent de sortir où il dit je veux vacciner 7 milliards d'individus. Oui. Donc, son plan, il est clair, c'est qu'il veut vacciner toute la population. Petite remarque en passant, l'ancien médecin personnel de la famille Gates, qui en avait marre de toutes les saloperies que la famille Gates faisait à l'insu du monde, a décidé de parler. Hein, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, là, le pouvoir de la vérité par rapport au pouvoir du mensonge. Oui, et ce médecin personnel, une seule personne est en train de démolir l'image de Gates parce qu'il a dit, vous savez, moi j'ai été le médecin personnel de la famille de Bill et Melinda Gates et leurs 3 enfants, ils ont toujours refusé de donner le moindre vaccin à leurs enfants depuis la naissance de leurs enfants.
Mais c'est le même homme qui est en train de dire il faut vacciner 7 milliards d'individus. Vous voyez la dissonance cognitive alors, qui qu'est-ce qu'il veut arrive à mettre? l'horizon, là? À part l'argent, tonton Alors, Jean-Jacques. oui, tonton Ouais, Jean-Jacques. tonton Jean-Jacques, vas-y. Alors, tonton Jean-Jacques. Alors, à part l'argent, c'est quoi? Eh bien, il faut remonter encore une coche plus haut. Parce que, sous prétexte, et là, je demande à ceux qui nous écoutent de ne pas tout de suite rejeter ce que je suis en train de vous dire, parce que Ils je sont vais 10 vous en 000. apporter la Ils sont 10 000 à t'écouter. Bon, très bien. C'est bon signe, ça veut dire qu'il y en a plus qui rentrent que ceux qui sortent. Non, ça va, ça a accroché. On passe aux 10 000. Merci à tous. Oui, vraiment, merci beaucoup. Je réitère mon merci. Et on va y arriver. Ça, je vous assure, parce que ça, c'est une petite parenthèse. Les gens qui se croient au pouvoir, pour l'instant, sont en état de panique totale. Ouais, et puis Parce cette que, vidéo, c'est que le début de toute une campagne qu'on est en train de préparer avec tous les lanceurs d'alerte. Donc, voilà. ça va envoyer du lourd. Ce matin, d'ailleurs, j'ai vu un prêtre dans le cœur de son église qui a fait une vidéo face caméra pour dénoncer Bill Gates, pour dénoncer la complicité de l'Église dans la mise en place d'un nouvel ordre mondial, etc. Si même les curés, même les médecins, même les avocats n'ont plus peur de parler et disent maintenant ça suffit, ça va à l'encontre de toutes les valeurs qui font que nous sommes une humanité. Et d'ailleurs, je rappelle que humanité, c'est l'ensemble des êtres humains, mais c'est aussi une qualité. On a des qualités. C'est l'humanité que nous pouvons manifester les uns vis-à-vis des autres. Et il y a tellement de gens maintenant qui se lèvent et qui disent maintenant ça suffit, vous ne passerez pas. Moi, ça me remplit de joie. Hein. Ce qui se passe actuellement, c'est extraordinairement positif. À contrainte extrême, réaction extrême. C'est toujours pareil. Exactement. Et c'est là où je pense qu'il va y avoir une erreur, c'est qu'il y a une forme d'arrogance dans les plans qui sont en train de se développer. Ils nous prennent, entre guillemets, vraiment pour des cons. C'est-à-dire qu'ils se précipitent. Ça va trop vite. Parce que je pense qu'ils sont tous pressés de voir le retour du Messie, la fin de l'Apocalypse. Donc voilà, ils ont quelque chose là sur le feu, donc ils veulent y arriver. Et là, ils vont trop vite et c'est en train de bouger parce que c'est trop évident. C'est ça. Et donc, tu me demandes, mais au-delà de l'argent, est-ce qu'il y a il y a un autre plan? Donc c'est là où je vous demande de vous ouvrir. Tu vas pas nous parler de ID 2020 quand même? Oui, ben c'est ça, c'est ce que je vais dire maintenant là. Mais je vous demande vraiment de ne pas rejeter ça tout de suite comme étant la théorie du complot, parce que là, je vous donne des preuves matérielles. Ce qui est extraordinaire, c'est que les gens qui veulent prendre le pouvoir, actuellement, ont mis toutes leurs cartes sur la table. Il suffit d'aller les collecter et de relier les points et on comprend ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est là où je veux vous parler et je vais vous faire un partage d'écran pendant quelques instants. Donc, ce partage d'écran, il faut que je le retrouve d'abord. Oui, c'est ça. Voilà, c'est celui-là. Et voilà. Donc, je pense que vous le voyez. Donc, vous pouvez aller sur id2020.org. Voilà. Et puis, moi, j'ai été voir une page parce que c'est la page que je veux vous présenter. Alors, ID 2020, donc c'est une identité numérique. Oui, tu voulais dire Non, je veux dire, qu'est-ce que c'est ID 2020? Voilà, ID 2020, c'est un projet qui a été mis en place il y a quelques années et ils ont sorti un manifeste. Je vous en ferai la lecture dans quelques instants. Leur objectif, en fait, c'est que chaque être humain, écoutez-moi bien, chaque être humain puisse disposer d'une identité numérique pour pouvoir prouver son identité, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et ce que je trouve extrêmement pervers dans la déclaration, le manifeste de l'Alliance, dont je vais vous faire la lecture des 2 premiers articles, c'est que donc ils font passer maintenant comme un besoin fondamental que chaque être humain puisse prouver à tout moment, en toutes circonstances, qu'il est bien lui. Bien. Et donc, moi, ce qui m'intéresse d'abord, et ça, c'est un réflexe que j'ai acquis en tant que journaliste en herbe, c'est que, voilà, nous avons les founding partners. Les founding partners, donc les partenaires fondateurs. Et regardez,
Gavi, je vous en ai parlé tout à l'heure, le Gavi qui est financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Vous avez la fondation Rockefeller. Alors, un petit mot sur la fondation Rockefeller. Les Rockefeller, qui font partie, je dirais, des plus grandes fortunes du monde, ce sont eux qui, à un moment donné, dans les années 20, ont décidé d'introduire la chimie dans le corps des êtres humains à travers une médecine basée sur la chimie et plus une médecine naturelle. Et donc, c'est comme ça qu'à partir des années 20, Rockefeller et Dale Carnegie, la famille Carnegie, pardon, ont décidé de financer massivement les écoles de médecine aux États-Unis, à condition que ces écoles n'enseignent plus les médecines parallèles comme l'homéopathie, l'acupuncture, la médecine chinoise traditionnelle et l'ostéopathie. Parce que à l'époque, donc au début du XXe siècle, et ça personne ne le sait quasiment, toutes les médecines étaient enseignées dans les facultés de médecine aux États-Unis et elles étaient mises sur le même pied. Donc, il n'y avait pas que la médecine pasteurienne, il y avait aussi l'homéopathie qui était enseignée au même titre. Et les Rockefeller, à partir des années 20, parce qu'ils avaient des intérêts dans les industries chimiques, ont décidé de favoriser un débouché industriel pour leur activité en chimie et donc ont poussé la médecine chimique au détriment de toutes les autres chimies. Donc, vous voyez à qui nous avons affaire. Il y a Microsoft, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un Bill Gates qui est le fondateur de Microsoft? Exactement. Et puis, il y a IDEO.org. Ceux-là, je n'ai pas très bien compris ce qu'ils veulent faire. Mais en tout cas, quand j'ai été voir qui étaient les principaux partenaires de IDEO.org, eh bien, je vous les montre. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, voilà. Est-ce que vous voyez toujours là? Non, tu n'es pas en partage d'écran là immédiatement. Ah, je ne suis plus en partage d'écran. Non, tu n'es plus en partage d'écran. Repasse en partage d'écran peut-être. Je repasse en partage d'écran. Excusez-moi. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc là, vous voyez bien. Attends, pas encore, toujours pas. Ah, ça y est, là, voilà. C'est parti. Voilà. Donc, ah oui, voilà, c'est la page suivante, c'est celle-ci. Donc, qui sont les gens qui sont les partenaires de IDEO.org? La Fondation Rockefeller. La Fondation Rockefeller. Il y a de nouveau le Bill et Melinda Gates Foundation. Il y a Bezos Family Foundation, donc Jeff Bezos, qui est le président de Amazon. L'une des plus grosses fortunes du monde aussi. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que maintenant, je vais arrêter le partage. Il y a JP Morgan Chase aussi, une grosse société de finance. Oui, c'est ça. Il y a la Banque mondiale aussi. En fait, ce sont tous les voleurs finalement. Bon, alors, je vous lis quand même un tout petit extrait du manifeste de l'Alliance ID 2020 pour que vous compreniez que, en fait, ils sont en train de réécrire même l'histoire des besoins fondamentaux chez les êtres humains. Vous connaissez la pyramide des besoins d'Abraham Maslow. Hein, on dit qu'il y a 5 niveaux de besoins. Il y a les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins de reconnaissance et les besoins de réalisation. Bien, eh bien figurez-vous que Abraham Maslow s'est trompé parce qu'il y a un besoin encore plus fondamental que ça. Et merci à Bill Gates de l'avoir identifié. Il dit, dans le manifeste de l'Alliance ID 2020, la capacité de prouver son identité est un droit humain fondamental et universel. Pour toi? Pour moi, voilà. Ça ne parle pas. Pour moi non plus. 2. Nous vivons dans une ère numérique. On nous présente ça comme une fatalité. Les individus ont besoin d'un moyen fiable et vérifiable de prouver qui ils sont à la fois dans le monde physique et en ligne. Et alors, le 3, il me fend le cœur. Écoutez-moi ça. Mais quelle générosité quand même. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde ne peuvent prouver leur identité par aucun moyen reconnu. En tant que tels, ils ne sont pas protégés par la loi et sont incapables d'accéder aux services de base. Le service de base, c'est-à-dire le numérique, évidemment, de participer en tant que citoyen ou électeur ou de faire des transactions dans l'économie moderne. La plupart de ces personnes touchées sont des enfants ou des adolescents et beaucoup sont des réfugiés, des déplacés de force ou des apatrides. Donc, il faut faire quelque chose pour eux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien,
on va mettre une identité numérique pour 7 milliards d'individus. Et en fait, c'est ça le but du jeu de cette pseudo-pandémie de coronavirus. Là, je vous la balance de façon un peu brutale, mais en réalité, c'est de disposer d'une identité numérique qui soit détectable à tout moment. Et c'est là que intervient, parce que je me suis demandé, mais comment ça se fait que YouTube m'a écrit l'autre jour, avant que ma vidéo ne soit mise au rencard, ils m'ont dit, oui, il faut que vous respectiez les règles de la communauté et ne plus diffuser des mauvaises informations. Par exemple, et il m'avait donné 5 exemples, je trouvais que je remplissais déjà 3 des 5 exemples, donc je me suis dit, oulala, ça va chauffer pour moi. Effectivement, quelques jours plus tard, on a enlevé ma vidéo. Et un exemple, c'est toute vidéo ou toute communication qui fait un lien entre la 5G et la vaccination, entre la 5G et le Covid-19 sera supprimée instantanément par les réseaux sociaux. J'ai fait une capture d'écran de cette communication qui m'a été envoyée par YouTube et on peut se demander, mais pourquoi en pleine crise du coronavirus, on nous dit qu'on n'a pas le droit de parler du danger de la 5G? Ben, en fait, c'est très simple. C'est que la 5G, c'est l'outil dont ils vont avoir besoin pour pouvoir localiser, pour pouvoir géolocaliser en permanence chaque être humain. Mais pour pouvoir les géolocaliser et les surveiller en permanence, il faut qu'ils acceptent d'avoir une identité numérique. Alors, cette identité numérique, elle peut passer par plusieurs moyens. Premier moyen, ça va être le téléphone portable. Le téléphone portable, j'ai lu un article hier matin, ça m'a foutu un petit peu en colère, où le ministère de la Santé ici au Québec étudie 11 propositions de sociétés commerciales pour voir quel est le système d'identification numérique qui sera imposé aux Québécois cet automne. Oui, donc, ce ne sera pas un choix. Tu me l'as annoncé, hein, le Premier ministre a annoncé que pour cet automne, ils auraient un moyen fiable d'identifier et de suivre chaque Canadien de manière totale, quoi. Ça, ils vous l'ont annoncé. Ils vous ont dit, attendez-vous à ça pour cet automne. C'est ça. Et quel prétexte est-ce qu'ils prennent? C'est que il faut, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le premier discours de Macron, il nous a tout de suite parlé d'une seconde vague. Oui. Il a glissé ça au recoin d'une vague. Alors, si vous n'avez pas une oreille aguerrie, c'est clair que ça vous est passé par-dessus la tête. Moi, j'ai entendu cette phrase en disant il faudra peut-être se préparer à une seconde vague. Et il y en a 7 qui sont prévues de vagues, a priori. Voilà, c'est ça. Il prévoit de nous faire croire à 7 vagues successives. Pourquoi? C'est de nouveau la stratégie des petits pas. Hein. C'est 15 jours de confinement, puis 3 semaines de confinement, puis 1 mois de confinement. Et comme ça, on ne nous impose pas tout de suite quelque chose d'inacceptable. Eh bien, ça va être la même chose. Au début, ça va être sur base volontaire. Donc, on va demander simplement aux volontaires d'accepter une application qui va attester de votre statut virologique. En fait, ce ne sera même pas votre statut vaccinal puisque cet automne, il n'y aura pas de vaccin. Hein, ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais on va déjà vous dire, ben, écoutez, on va vous tester. On va tester toute la population. Si vous êtes immunisé ou non porteur, vous aurez un statut vert. Et si vous êtes porteur, vous aurez un statut orange ou rouge. Exactement ce qui se passe en Chine. Oui, actuellement. Oui. D'ailleurs, je vous recommande un documentaire que je viens de mettre sur ma chaîne privée ce matin. C'est un documentaire de Arte. Oui, qui est fabuleux. Fabuleux, effrayant. Tous surveillés, 7 milliards de suspects. Je l'ai mis ce matin sur ma chaîne privée, donc j'imagine Thierry, tu mettras sous la... Oui, on va le mettre et puis on le trouve sur YouTube. Tant qu'il y est encore présent, téléchargez-le. En plus, c'est passé sur Arte. De temps en temps, Arte a des perles. Il y a quelques journalistes à Arte, visiblement, de temps en temps. Oui. Et moi, je l'ai visionné hier soir, je l'ai enregistré cette nuit, je l'ai mis en ligne ce matin sur ma chaîne privée. Il faut absolument que vous regardiez ça. Je vous disais dans la vidéo numéro 33, et j'ai compris pourquoi la vidéo 33 a été supprimée, parce que dans cette vidéo 33, je vous disais, si vous voulez connaître l'avenir qui vous attend dans les prochains mois,
tournez-vous du côté de la Chine et vous verrez ce qui vous attend, ce qui nous attend, ce qui nous pend au nez. Eh bien, ce documentaire dont je ne connaissais pas l'existence jusque hier matin vous explique exactement, mais de façon beaucoup mieux, avec des preuves, que ce qui est en train de se mettre en place, c'est la dictature 3.0. Et donc, pour nous faire accepter cette dictature sans avoir de mouvements sociaux ou sans guerre civile, qu'est-ce qu'on fait? On nous fait peur en nous faisant croire qu'il y a un coronavirus qui est beaucoup plus dangereux que les virus des autres années, ce qui est jusqu'à présent, d'après les chiffres, complètement faux. 2, on nous fait croire que pour ne pas être un vecteur, parce que même si on est en bonne santé, ce qu'on nous fait croire actuellement, c'est qu'on pourrait contaminer des personnes beaucoup plus fragiles. Oui. Donc, du coup, nous devons, par solidarité, mais c'est le discours accepter vaccinal. de tous être testés, ce qui est une absurdité totale en termes de virologie et d'immunologie. Mais ça, on ne va pas en parler aujourd'hui. Tu en as déjà parlé, Thierry, oui. Dans beaucoup de vidéos. Moi, j'aurai l'occasion de reparler encore de vaccination dans les prochaines semaines. Voilà. Mais donc, on nous culpabilise. Donc, non seulement on nous fait peur, mais on nous culpabilise en disant il faut que vous acceptiez qu'on puisse déterminer votre statut virologique. Mais ce qui ne veut rien dire, parce que le système immunitaire est quelque chose qui est en permanent changement. Si vous êtes séropositif aujourd'hui, vous pouvez très bien être séronégatif demain. Enfin, quand je parle de séropositivité, je parle même pas de sida, là. Je parle de tests sérologiques pour identifier la charge virale qui est dans votre corps. Il suffit que vous ayez un peu trop mangé, que vous ayez eu un stress, etc. Bouf, votre charge virale, elle varie en permanence. Mais sur votre téléphone, ce sera figé pendant plusieurs mois parfois. Et grâce à la 5G, ils vont pouvoir en permanence, d'abord, vous alerter du fait que vous avez fréquenté une personne qui était positive au Covid-19. Ça va? Vous commencez à comprendre? Et on va vous dire, attention, vous venez de fréquenter des gens qui étaient porteurs de charge virale. Vous avez passé 2 heures avec eux parce qu'on l'a vu avec notre 5G. Mettez-vous en autoconfinement volontaire pour 14 jours. C'est ça qui est prévu. Alors, ou quand on fait l'amour, d'avoir un bracelet, c'est un peu chiant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est déjà en test dans les populations africaines, puisque l'Afrique, ça a toujours été… Jean-Jacques, tu m'entends? Oui. On a un gros problème de connexion. Attends, la connexion vient de revenir. Ok, il y a eu une petite coupure, il faut que tu reprennes il y a 1 minute à peu près. Il y a la connexion qui a sauté. D'accord. Ça fait, très bien. En plus, ça fait très martyr, quoi. Donc, c'est très bien. Là. Tu vois, on commence à leur faire peur. On est combien, là? Là, il y a 11 000 personnes qui suivent quand même. C'est juste gigantesque. On n'a jamais eu une soirée comme ça, quoi. C'est peut-être un moment fondateur, là, qui se passe. Hein. Téléchargez-la cette vidéo, parce que je pense qu'elle va peser lourd. Tout à fait. Là, tonton Gigi est en train d'écrire l'histoire, là. On est en train d'écrire l'histoire tous ensemble, et pas seulement nous les lanceurs d'alerte, mais vous, la population, les anonymes qui ont un rôle à jouer actuellement. Parce que ce rôle à jouer, et ce sera, je dirais, la dernière chose que je dirais, mais donc je reviens un petit peu en arrière dans ce que je disais. Donc en fait, ce que je disais, c'est que donc notre statut viral de charge virale sera figé sur notre téléphone pendant plusieurs mois, mais grâce au déploiement de la 5G, eh bien, ils vont pouvoir en permanence suivre nos déplacements, savoir avec qui nous avons passé 1 heure, 2 heures, 3 heures de notre temps au café, au restaurant, sur la place publique, dans votre salon, enfin n'importe où. Et puis vous recevrez une alerte vous disant attention, vous avez fréquenté des personnes hier soir qui étaient porteuses de Covid-19. Veuillez vous confiner, vous auto-confiner de façon volontaire pour 14 jours. Et là, votre statut sur votre téléphone va changer. C'est-à-dire, il ne sera plus vert, il sera orange. Ce qui veut dire aussi que, alors on va un petit peu plus dans le futur, mais ce n'est pas de la science-fiction parce que c'est déjà ce qui se passe en Chine. C'est pour ça qu'il faut que vous regardiez absolument ce documentaire d'Arte et de le télécharger et le diffuser avant qu'il disparaisse. C'est tous surveillés, 7 milliards de suspects. Parce que, en fait, ce qui montre dans le documentaire, dans la dernière partie, c'est que maintenant, à la porte de chaque maison, il y a un QR code, vous voyez, qu'on peut scanner. Et donc, la police peut venir
scanner le QR code et ce QR code leur donne en temps réel le nombre de fois où vous êtes sorti, vous êtes rentré, qui vous avez reçu dans votre maison, combien d'allées de venues, combien de personnes se trouvent actuellement dans la maison, etc. Et ça, c'est une application qui s'appelle Plateforme d'opération conjointe intégrée. Et c'est une application donc utilisée par les policiers à partir de leur téléphone. Bon, heureusement, il commence à y avoir des spécialistes de la cybersécurité qui sont en train de se mobiliser pour contrer ce genre de dérive qu'ils qualifient eux-mêmes de dérive pire que la période de 1930-1940 dans l'Allemagne nazie. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas être conspirationniste ou complotiste aujourd'hui de dénoncer ce traçage numérique qui est en train d'être mis en place. Alors, ultimement, ce qui est prévu par ID 2020, c'est de vous injecter, en fait, avec le vaccin ou sans le vaccin, peu importe, ce qu'ils appellent un gel nanotechnologique. Alors, la nanotechnologie, c'est quelque chose qui s'est développé dans les 20 dernières années et qui a consisté à miniaturiser de plus en plus je dirais, les éléments de transmission. On n'en est plus du tout aux puces RFID d'il y a 20 ans. Et là, on est né aux nanopuces. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est des choses qui sont quasiment invisibles à l'œil nu. Et ces gens, maintenant, ont mis au point, et c'est au point, donc ça, c'est une lanceuse d'alerte qui fait partie de la FEMA, la Federal Emergency Management Agency, donc qui est l'agence de management des situations d'urgence au niveau fédéral. Et c'est quelqu'un qui a travaillé pendant 20 ans à la FEMA aux États-Unis et qui, pour des raisons de conscience aussi, elle a dit, moi, je suis chrétienne, je suis pratiquante et je ne peux plus supporter ce genre de mensonges et ce genre d'expériences qui sont en train d'être mises au point. Et c'est elle qui a révélé l'existence d'un gel nanotechnologique. Alors, ce gel, donc, quand on va l'injecter dans le corps, va aller se fixer sur les cellules osseuses les plus proches du site d'injection. Et ces cellules, ce gel nanotechnologique va fusionner avec les cellules osseuses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a 20 ans, on nous présentait la nanotechnologie, la puce RFID comme un grain de riz. Moi, je m'étais dit, bah, si on me met ça, bah, j'irai chez quelqu'un qui peut me faire une incise et hop, oui, et enlever le truc. Il y avait un film d'ailleurs, je me souviens plus lequel, dans lequel on voyait quelqu'un s'arracher une puce RFID. Je me souviens plus lequel c'était avec. Je crois que c'était avec. Dans le film Matrix, oui, il y a ça. Oui, là. Effectivement. Oui, d'accord. C'est ça. Mais il y a d'autres films où parce qu'il faut bien comprendre que l'industrie d'Hollywood est là pour nous préparer mentalement au fait d'accepter un jour d'être tous pucés, d'être tous marqués sur le plan numérique. Sauf que là, ce serait attaché à votre physiologie. Donc, pour vous débarrasser de ça, il faudrait vous enlever un os carrément, chose qui est évidemment tout à fait impossible. D'ailleurs, ce puçage, je me permets de t'arrêter un instant, mais ce puçage, on nous l'a fait doucement accepter, par exemple en puçant les animaux. D'un seul coup, petit à petit, ça rentre dans notre quotidien, ça devient une normalité. J'allais le dire, tu m'as pris la parole de la bouche, mais effectivement, c'est ça. On nous a accoutumés à ce que ces gestes que j'estime, moi, des gestes d'une grande violence, nous apparaissent de plus en plus comme quelque chose de normal. Et ces puces RFID auraient non seulement une capacité de surveiller ce que nous faisons, où nous allons, avec qui nous sommes, etc., mais auraient aussi comme capacité d'influencer notre humeur, nos pensées, etc. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, ce sont des expériences qui sont très avancées aussi, c'est donc d'influencer le mental, d'influencer les émotions des personnes qui seraient pucées. Ce qui fait que si on veut endormir les gens au niveau de leur conscience, ben, il suffit d'activer certains types de puces. Si on veut contrôler une partie de la population, ben, comme toutes ces puces sont répertoriées avec votre profil, tous les profils d'opposants comme Thierry, moi et d'autres, eh bien, nous pourrions à un moment donné, si nous acceptons cela,
être neutralisés tout simplement par une simple programmation informatique. Mais pour faire tout cela, ils ont besoin d'un réseau de 5G. En fait, la 5G, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, n'a aucune utilité pour nous en tant qu'êtres humains au niveau de nos besoins. On met en avant le fait qu'on va pouvoir télécharger les films de Netflix plus rapidement sur nos téléphones. Ça, c'est de la connerie. En fait, la vitesse de transmission est nécessaire pour que les drones à reconnaissance faciale, je vous rappelle que la France présent en Chine, puisque dans le film tous surveillés là, il le présente, les drones à reconnaissance faciale. Il montre qu'ils sont en action. Tout à fait. Et aux États-Unis, ils le disent aussi dans le film, il y a déjà 50% de la population qui est dans des bases de données de reconnaissance faciale. Et il y a deux jeunes femmes qui sont membres du Congrès qui font un travail extraordinaire pour l'instant pour essayer d'aller contre cette tendance à vouloir contrôler totalement la population mondiale. Et en fait, c'est ça le but du jeu. Donc, si vous comprenez, on nous effraie avec un virus dont je n'ai pas dit qu'il n'existait pas. Et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas des personnes qui mouraient. Mais on nous effraie avec un virus pour nous faire accepter des solutions qui, autrement, n'auraient pas été acceptées. C'est de se faire, à un moment donné, tracer sur le plan numérique et, ultimement, se faire pucer. Et c'est donc très troublant de voir que ce sont les mêmes acteurs qu'on retrouve au niveau de ID 2020, au niveau du Gavi, au niveau de la fondation Bill et Melinda Gates, au niveau de l'OMS, au niveau et alors évidemment ça c'est une pieuvre qui a je dirais qui contrôle les ministres de la santé, les comités scientifiques qui sont tous perclus de conflits d'intérêts, etc., qui conseillent les politiques qui finalement eux sont complices eux aussi je dirais de la mise en place je le répète encore une fois, la dictature 3.0. Voilà, c'est ça. Et là, à ce moment-là, on comprend toutes les questions que j'avais posées dans mon courriel. Hein. Pourquoi cette année subissons-nous ce terrorisme médiatique? On le comprend maintenant, c'est pour nous contrôler par la peur. Pourquoi, si les choses ne sont pas plus graves que les années précédentes, nous a-t-on forcé à arrêter nos activités? Mais c'est aussi pour nous mettre dans une situation de grande précarité sur le plan économique. Parce qu'en étant en précarité économique, vous pensez bien que vous allez tous, en sortant de ce confinement, vous allez tous essayer de rattraper le chiffre d'affaires que vous n'avez pas fait. Vous allez tous essayer de rattraper un niveau de vie sociale sur le plan économique parce que on vous aura donné des miettes pour juste survivre, mais vous voulez faire plus que survivre. Et donc, pendant que vous serez occupé à assurer votre survie de base, c'est-à-dire manger, payer votre loyer, payer vos frais, payer les études de vos enfants. Mais pendant ce temps-là, on va vous dire, oui, mais pour être déconfiné et pour que ces choses n'arrivent plus jamais, il faut que vous acceptiez d'être testé, il faut que vous acceptiez même de sortir avec un masque, il faut que vous acceptiez d'être vacciné, il faut que vous acceptiez d'être pucé, parce que c'est pour votre bien. Vous comprenez? Donc, c'est aussi une stratégie du choc sur le plan économique. Hein. Je n'ai pas développé cet aspect-là, mais c'est aussi volontaire. En fait, on vous a volé, on nous a volé. C'est le plus grand hold-up de l'histoire de l'humanité. C'est cette mise à l'arrêt de l'économie de 3 milliards de personnes. Pourquoi nous bassine-t-on les oreilles depuis des mois avec un vaccin qui ne viendra pas alors que des remèdes simples et peu coûteux existent et ont fait leurs preuves? Maintenant, vous avez compris, parce que évidemment… il faut passer le vaccin. Comment? Il faut passer le vaccin, donc de toute façon, il n'y a pas autre chose à faire. Hein. C'est ça, exactement. Pourquoi nous effraie-t-on déjà avec une perspective de seconde vague? C'est pour nous faire accepter cette application que nous devrons accepter, mais… Là, nous ne sommes pas obligés. Et pourquoi Bill Gates est devenu le commandant en chef des opérations sanitaires mondiales pour terrasser ce pauvre coronavirus? Et quelle légitimité a-t-il? Eh bien, il n'en a aucune, si ce n'est d'avoir contrôlé tous les aspects, y compris les instituts de prospective ou de perspective. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, l'Imperial College a été l'institut de
prospective qui a annoncé des millions de morts sur la planète, sur base duquel les gouvernements ont pris les décisions de confiner les gens. Et depuis lors, cet institut est passé à diviser par 25 le nombre de morts qu'il avait prévu. C'est intéressant. Mais quand on regarde qui finance l'Imperial College, c'est de nouveau Bill et Melinda Gates. Ça fait quand même beaucoup pour un seul homme, voyez. Allez, encore une petite chose. Et puis, je vous donne quelques bonnes nouvelles. Ouais, parce que t'entends Jean-Jacques quand même. Dis-nous là, tu vas nous le dire à la fin. Ton histoire, c'est juste pour nous faire peur. Mais oui, évidemment, c'est juste une histoire de fiction et toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est tout à fait fortuite. Hein. Je ne voudrais pas passer pour un conspirationniste ou pour quelqu'un qui diffuse des informations complètement fausses. Hein. Non, je suis juste inspiré de quelques faits réels, mais après, je vous raconte une histoire pour… voilà. Ou me faire censurer ma vidéo. Donc, heureusement que tu dis ça, parce que moi, sinon, ma vidéo, on va me la faire sauter. Donc, je te remercie quand même de prendre des précautions. Donc, monsieur YouTube, regardez la fin de la vidéo parce qu'il vous raconte que c'est juste son imagination. Ouais, c'est ça. Ouais. Malheureusement. Vous savez d'ailleurs que mon premier but, c'était pas d'être formateur. Ça, je vous donne un scoop pour ceux qui ne le savent pas. Mon premier but, quand j'ai quitté l'université, c'était de devenir scénariste de cinéma. Parce que, non, c'est sérieux, j'ai fait des études de scénariste et de réalisateur en 1986, 87, 88 et j'ai commencé à travailler dans le monde de la télévision avec Antenne 2. J'avais un projet de série télévisée qui a été volé par des gens de Antenne 2, donc finalement mes projets se sont arrêtés. Je suis venu au Québec, non pas parce que j'étais poursuivi par la justice belge, hein, ça c'est les légendes qui circulent à mon propos, mais je suis retourné au Québec pour faire des études de scénariste de cinéma, des études à temps plein. C'est pour ça que j'ai émigré finalement en 2004 définitivement, rien n'est jamais définitif. Et j'ai fait des études aussi de producteur de documentaires en 2007 à Montréal. Et c'est pour ça que je suis retourné, j'ai été au Québec. Et donc, c'est pour ça que je vous raconte des histoires, c'est que ma passion, ça a toujours été de raconter des histoires, voilà. Sauf que ces histoires ont pour but de vous redonner les moyens de votre pouvoir et de votre autonomie et de votre conscience et pas de vous endormir et de vous conditionner par un certain nombre de messages qui sont de plus en plus déprimants quand on regarde ce qui nous est proposé dans le cinéma. Voilà, je ferme ma parenthèse. J'ai un petit texte, mais il est en anglais. Qui est en fait une déclaration de Robert F. Kennedy Jr. Donc l'avocat qui fait frémir les compagnies pharmaceutiques qui produisent des vaccins. Qui a gagné de nombreux combats actuellement. Voilà, donc c'est quelqu'un qui lutte de façon extrêmement forte contre les mensonges vaccinaux et il a publié un post sur Instagram il y a une quinzaine de jours. Ça m'a fait vraiment plaisir. Alors, je ne vais pas vous le lire parce qu'il est assez long, mais il fait la liste de tout ce que Bill Gates a fait comme dégâts avec sa politique vaccinale depuis qu'il propose ou il impose les vaccins dans les pays nécessiteux. Hein. Et donc, il dit par exemple il a promis 1,2 milliard de dollars pour éradiquer la polio. Et en ce faisant, évidemment, il a pris le contrôle des agences de santé, entre autres en Inde. Et il dit, par exemple, avec les campagnes de vaccination contre la polio de Bill Gates, ça a eu comme conséquence de paralyser 496 000 enfants entre 2000 et 2017. Un demi-million d'enfants ont été donc… oui, c'est Robert Kennedy qui a fait sortir cette info. C'est Robert Kennedy qui a fait sortir cette info en premier. Oui, c'est exactement ça. Il parle de 23 000 jeunes filles qui ont… des jeunes filles qui ont été vaccinées contre le vaccin contre le papillomavirus, qui ont eu des effets secondaires extrêmement graves, des morts d'enfants dans différents pays, etc. Enfin bref, et aussi différents pays qui commencent maintenant à attaquer Bill Gates pour crimes contre l'humanité. Et entre autres, il parle de la Tanzanie, du Nicaragua, du Mexique, de l'Inde et des Philippines. Voilà, je vous en dis pas plus, mais
cet homme vraiment est un des hommes les plus dangereux du monde actuellement. C'est un fou furieux. Parce qu'en plus, il croit à ses affaires. C'est ça qui est terrible. Hein. Il croit vraiment. Ah, mais Enfin, il est en croisade pour le bien. ah, C'est quelqu'un qui pense faire le bien. C'est un bienfaiteur dans sa tête, je pense. en même temps, j'ai un petit doute parce que si vraiment il y croyait à ses affaires, il aurait vacciné Vacciner ses ses enfants. enfants. Oui, c'est vrai. C'est un petit doute. Voilà. Et alors, des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que, selon moi, ces plans qui existent depuis très longtemps. Bon, j'aurais pu vous parler, mais bon, là, on commence à être très long. Là, mais il y aura une suite, de toute façon. Il y aura une suite. Il va y avoir une oui, suite. oui, il y aurait une suite. Vous voyez, j'ai un document qui m'a été révélé par une lanceuse d'alerte américaine. Le document de 2010. Les scénarios pour le futur de la technologie et le développement international. C'est un document qui a été créé par la Fondation Rockefeller. Je vous ai déjà parlé de Rockefeller? Non, hein? Non. Et le Global Business Network, donc le réseau global pour le business. Et c'est un document qui date de mai 2010 et qui écrit 4 scénarios de contrôle de la population. C'est vraiment extraordinaire parce que quand on lit ça, ça a été écrit en mai 2010. Alors, je ne vais pas vous en faire beaucoup de lecture, mais en fait, ils disent, voilà, donc il va y avoir une pandémie bientôt et donc il faudra que bon, évidemment, la pandémie va avoir, oui, 20% de la population sera atteinte et 8 millions de personnes seront tuées en quelques mois, en 7 mois exactement. La majorité des jeunes adultes, je vous traduis quelques phrases là comme ça, mais la pandémie aura aussi des effets mortels sur l'économie et sur la mobilité internationale des biens et des personnes. Les industries comme le tourisme ou les chaînes d'approvisionnement en alimentation vont être complètement déstructurées, etc., etc. Et puis, bon, on continue en disant, ben, il faudra donc, il faudra pour contrer cela que les gens au pouvoir fassent preuve d'autoritarisme, hein, ils le mettent, et imposent aux citoyens d'arrêter leurs activités et de se mettre en confinement. Attendez, je lis ça, ça date de mai 2010. Et mais grâce à la campagne qui aura été faite, les citoyens non seulement seront tolérants, mais seront même avides qu'on leur donne la direction à suivre. Et donc, ça donnera plus de latitude aux leaders nationaux d'imposer l'ordre de cette façon. Bon, et on continue. Et alors, ils disent que, en fait, le modèle du confinement viendra du gouvernement chinois qui, lui, pourra prendre des mesures extrêmes de confinement pour protéger les citoyens qui sont à risque d'exposition. Et voilà. Bon, enfin bref, donc, mais je croyais vraiment halluciner en voyant un document qui est sorti en 2010. Ouais, je l'ai eu entre les mains aussi, et c'était impressionnant comme ils décrivent précisément ce qui va se passer. Oui. Donc, les bonnes nouvelles, c'est quoi? Les bonnes nouvelles, ben, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui essayent de prendre le pouvoir au niveau mondial pour instaurer cette dictature mondiale, ils ont mis toutes leurs cartes sur la table. C'est ça pour moi la bonne nouvelle. C'est que maintenant, il est impossible de douter de leurs intentions. C'est impossible. Et pour moi, c'est génial. C'est génial parce que jusqu'à présent, les pionniers de la dénonciation de toutes ces manipulations et de tous ces complots au niveau mondial étaient montrés du doigt, étaient ridiculisés, étaient raillés. Hein. Je pense à des gens comme David Icke qui fait ce travail depuis 30 ans et je le trouve très courageux. Je pense à un bouquin que j'ai eu la chance de lire dans les années 80. C'est un bouquin qui est resté en librairie pendant 3 mois, donc ne le cherchez pas, vous ne le trouverez pas. Ça s'appelait Les sociétés secrètes. Ça m'est tombé dans les mains, j'ai lu ça, j'ai dit non, c'est pas possible, c'est de la science-fiction, etc. Et au fil des années, la lecture de ce bouquin m'a permis de mieux comprendre ce qui était en train de se dérouler au niveau de la planète. Donc ça, c'est pour moi la première bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous, je vous parle à vous là qui m'écoutez, vous avez accès
à des informations qui donnent beaucoup plus de sens sur ce qui est en train de se développer. Donc, on peut mieux comprendre pourquoi le déploiement de la 5G a été accéléré. Et n'en déplaise à l'agence AFP qui a pris ça comme prétexte pour faire supprimer par YouTube ma vidéo, parce que dans ma vidéo, je disais que les gouvernements avaient accéléré le déploiement de la 5G. Tu vas me faire censurer ma vidéo, sérieux, Jean-Jacques? On peut pas dire ça. Ah bah non, mais tu t'es fait censurer la tienne, tu me flingues pas la mienne, s'il te plaît. Ah non, Vas-y, fais-toi plaisir. Bon. On était Et d'accord. donc, moi, je vous conseille d'aller voir un site qui est extraordinaire, qui est un site qui s'appelle Robin des Toits. Ouais. On a prévu une vidéo avec eux. Là, ah oui, non, mais ça, il faut vraiment le faire. Et Robin des Toits dit, et c'est un article qui date du 2 avril 2020, il dit « Au nom du coronavirus, l'État libéralise l'installation des antennes relais. Et donc, il y a la suppression de l'obligation d'information des maires, c'est-à-dire qu'en fait, tout le déploiement de ce réseau qu'on ne nommera plus se fait sans que les maires des villes en France soient informés. En Belgique, ils ont fait à peu près pareil, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé un document auquel les maires devaient réagir dans les 3 jours. Et s'ils ne réagissaient pas, on considérait qu'ils avaient accepté le déploiement d'antennes relais sur leur territoire. Et comme les maires étaient tous occupés à essayer de protéger leur population du coronavirus, ça a été vraiment génial. Et même le gendarme des fréquences, donc l'Agence nationale des fréquences, ANFR, est tenu en stand-by pour l'instant, c'est-à-dire que eux qui doivent normalement contrôler si les choses se font dans le respect je dirais des règles élémentaires d'exposition pour les établissements scolaires, etc. Eh ben eux, ils sont mis au rencard pour l'instant. Donc en fait, on a laissé plein pouvoir et pleine liberté au déploiement de la 5G. Mais si vous comprenez maintenant que la 5G, c'est un élément stratégique pour la mise en place de cette dictature 3.0, qui permettra à n'importe quel policier de suivre n'importe quelle personne n'importe où, ben alors maintenant vous comprenez pourquoi c'est devenu prioritaire que la 5G soit établie sur tout le territoire, sur tous les territoires, plus les satellites qu'on envoie dans l'atmosphère. Donc, première bonne nouvelle, c'est que maintenant, nous avons accès à l'information. Vous avez encore quelques jours de confinement, eh bien, prenez le temps d'aller vous informer à des sites d'information sérieux. On va mettre le paquet, on va le mettre tous le paquet en plus. Là, voilà, et c'est notre force, parce que je vois dans le chat beaucoup de gens disent qu'est-ce qu'on fait. Il est encore trop tôt pour appeler d'une certaine manière à la désobéissance civile, parce qu'il y a un moment où il va falloir passer à la désobéissance civile, qui est le moyen de lutte non violente le plus exceptionnel qui soit, mais il est encore trop tôt et on est tous d'accord à ce niveau-là. Par contre, maintenant, c'est l'ère de l'information. C'est-à-dire qu'il s'agit de ces informations-là, de les diffuser le plus largement possible. Donc, je vous fais confiance pour vraiment diffuser cette vidéo, la relayer toutes les vidéos de Jean-Jacques, de Sylvano Trotta, de Tal Chaleur, de tous les lanceurs d'alerte, de manière à ce qu'il y ait vraiment une masse critique de la population qui soit touchée et que ça, maintenant, ça soit clair dans nos têtes. Donc, on parle de vaccins, on parle de 5G, on parle de tous ces réseaux de communication, parce qu'après, on va savoir quoi faire. On va savoir comment cultiver notre santé, on va savoir… Donc, il y a des solutions concrètes. Et moi, je suis quelqu'un de très, très optimiste et rempli d'espérance, comme toi, Jean-Jacques, d'ailleurs, parce que tu n'es pas un prophète de l'apocalypse qui croit que tout est foutu. Au contraire, par contre, il est très important de savoir à quel jeu on joue pour pouvoir jouer gagnant. Voilà. Et donc, c'est pour ça que moi, je peux déjà donner quelques réponses parce que je suis complètement d'accord avec Thierry et avec d'autres. On en parle régulièrement entre lanceurs d'alerte. Ce n'est pas le moment de sortir, de foutre le bordel, de manifester, etc. Comme je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos. Il dit ça parce que c'est moi qui voulais le lancer. C'est moi qui voulais le lancer. Il m'a dit non, calme-toi, ce jeune, calme-toi. Oui, c'est ça. Et Tal t'a dit la même chose. Tal Chaleur. Ouais, m'a dit la même chose. Il m'a dit calme-toi, Thierry. C'est pas le moment. Mais par contre, et ça, notez-le bien déjà. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est refuser de télécharger l'application sur votre téléphone. Si on vous dit, oui, mais alors on vous met un bracelet. Non, je refuse. Point. Refusez d'être testé. On sait de toute façon que les tests ont une fiabilité seulement de 20%. Certains spécialistes des tests PCR, RT-PCR, disent que la fiabilité de ces tests n'est que de 20%.
Et de toute façon, apparemment, même le fait d'avoir contracté le coronavirus et d'en avoir guéri ou de ne pas avoir eu de symptômes ne veut pas dire pour autant que vous êtes immunisé. Apparemment, c'est un virus qui est un peu particulier parce qu'il a été fabriqué en laboratoire. Maintenant, ça sort. 2 prix Nobel ont lâché le morceau. Un prix Nobel français qui est Luc Montagnier et un prix Nobel japonais qui vient lui aussi d'en remettre une couche en disant je confirme ce que Montagnier a dit parce que nous aussi dans notre laboratoire, on a vu que c'est un virus qui n'est pas naturel. C'est un handmade man et c'est un virus militaire. Bon, donc on le sait maintenant que il n'y a pas d'immunité véritablement. Même si on l'a contracté, on peut le recontracter, etc., etc. Donc ça ne sert à rien de faire des tests. Moi, si j'étais vous, et en tout cas ce sera ma posture personnelle. Après, vous faites ce que votre cœur vous dit. Ma posture, c'est que je refuse catégoriquement d'être testé. Je refuse. Je refuse de télécharger l'application sur mon téléphone, quoi qu'il m'en coûte. Je refuse de porter un masque. C'est de la connerie finie de tout à coup, après des centaines de milliers d'années d'existence de l'Homo sapiens, de nous faire croire que tout à coup, nous ne sommes plus capables simplement de rester en équilibre parce que nous avons pris soin de notre santé. Je vous rappelle, et ça Thierry vous l'a dit en long et en large et en travers, je vous rappelle que les gens qui ont été victimes très majoritairement du Covid-19, c'était des personnes dont la moyenne d'âge était de 80 ans et des personnes qui avaient des problèmes d'obésité. Et on sait, en Italie, par exemple, 99% des morts du Covid étaient des gens qui avaient 1, 2 ou 3 maladies. Donc, arrêtons d'avoir peur avec ce truc. Et je suis désolé, je ne porterai pas de masque. Je ne porterai jamais de masque. On peut me donner un procès-verbal tous les jours que je ne payerai de toute façon pas parce que des avocats sont en train de travailler pour rendre caduques toutes les condamnations, etc., en disant c'est une atteinte à la liberté totale. Et bien entendu, je refuserai aussi toute vaccination obligatoire. Pour moi, c'est un enjeu tellement fondamental en termes de liberté et en termes d'avoir, je dirais, confiance dans notre capacité à poursuivre notre vie sans être terrorisé de façon permanente. Ça a déjà été le discours après le 11 septembre 2001. C'est maintenant un discours qui est encore pire parce que on nous a fait peur avec des terroristes. Maintenant, on nous fait peur avec un virus invisible. Merde! Quand est-ce que ça va s'arrêter? Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Et je pense que ça aussi, pendant votre confinement, vous pouvez le faire. C'est maintenant, faites une pression maximum sur toutes les personnes qui sont élues dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier. Et dites-leur ce qui se passe. Allez leur montrer le documentaire de Arte. Allez leur montrer les documents qu'on va vous donner, Thierry, moi et d'autres. Je veux mettre de plus en plus de documents que vous pourrez utiliser pour les montrer aux personnes qui sont supposées vous représenter et vous défendre. Mettez une pression énorme. Savez-vous, et ça c'est vraiment la super bonne nouvelle, tout à la fin du documentaire de Arte, ils disent que la ville de San Francisco, qui pourtant est le berceau de la technologie, a pris la décision de refuser définitivement les logiciels de reconnaissance faciale, en disant là, ça va trop loin. Ouais. Et d'autres villes ont commencé à emboîter le pas de San Francisco. Donc, ne dites pas, ne croyez pas que c'est impossible de faire reculer les choses. Il y a des avocats, et peut-être qu'on peut parler aussi de ce que Silvano Trota a relayé dans quelques minutes. Il y a des avocats qui sont en train de mettre en place des actions juridiques. Je pense, Jean-Jacques, je pense que quand on invitera Silvano, on le laissera parler de ça. Parce qu'il nous en parlera très bien, Silvano. Il a fait un très bon travail. Sinon, déjà, retenez ce nom, Silvano Trota. Il fait un travail formidable. Et puis, il a une bonne paire bien accrochée lui aussi. Et ça avance bien. Il envoie du lourd. Vous pouvez aller regarder sur YouTube. Vous tapez Silvano Trota et vous verrez, effectivement, il a travaillé avec un avocat pour expliquer comment on va mettre en lumière l'illégalité de tout ce qui a été fait. Et donc, rendre caduques toutes les condamnations qui ont été faites pendant cette période de confinement illégal. Alors, dans les recommandations que je vous fais aussi, donc vous voyez, il y a déjà plusieurs choses que vous pouvez faire. Hein, c'est vous informer, refuser catégoriquement, c'est tolérance zéro.
ce qui vous est proposé, parce que ce qui vous est proposé, c'est juste un moyen de vous contrôler Tester totalement. l'obéissance, ouais. Tester. Et ne venez pas me dire, comme de nombreuses personnes me l'ont dit, oui, mais moi, je n'ai rien à me reprocher, donc ça ne me dérange pas d'être pucé. Vous ne vous rendez pas compte jusqu'où les choses peuvent aller en termes de vous contraindre. En Chine, ça va jusqu'à vous brûler un feu rouge en tant que piéton. Eh bien, vous avez 3 points en moins sur votre 3 ou 5 points en moins sur votre certificat de citoyen. Et plus vos points diminuent sur votre certificat de citoyen, moins vous avez accès à des services, moins vous avez accès à la possibilité de faire un emprunt bancaire, moins vous avez accès à des postes de travail intéressants et moins vous avez accès à des quartiers intéressants. Par contre, si vous dénoncez vos voisins parce qu'ils n'ont pas respecté un règlement municipal, par exemple, là, vous gagnez 5 points sur votre... Est-ce que c'est dans cette société-là que vous voulez vivre? Alors, arrêtez de me dire que « Oh, moi, je n'ai rien à me reprocher, ça ne me dérange pas qu'on me trace numériquement. » Si ça devrait tous vous déranger d'être tracé numériquement parce que c'est une intrusion à votre liberté fondamentale, votre liberté de croire. Savez-vous que les groupes religieux aujourd'hui sont tracés de façon privilégiée par le Parti communiste chinois et font l'objet d'une surveillance extraordinairement forte avec des camps de concentration. On est revenu aux années 1940. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants? Alors, c'est là où il faut se mettre debout maintenant. C'est là où il faut se tenir droit et de dire non, je ne mettrai pas de masque. Non, je ne me ferai pas tester. Non, je ne me ferai pas vacciner. Non, je ne me ferai pas suivre sur le plan numérique. Et je vais faire pression sur les élus que j'ai choisi et même ceux que je n'ai pas choisis. Je vais faire pression sur ceux qui sont censés nous représenter. Je vais aussi essayer de coopérer avec mes médecins et dire aux médecins, est-ce qu'il ne serait pas temps que vous quittiez l'ordre des médecins, que vous vous désolidarisiez définitivement contre le ministère de la Santé, l'OMS, l'ordre des médecins. Vous allez me dire que je vais loin, mais regardez, c'est ce qui est en train de se passer naturellement en France actuellement. Les médecins ont dit, mais attendez, c'est quoi ça? On nous empêche de soigner les gens avec des remèdes qui marchent pour nous fourguer éventuellement un jour des antiviraux et des vaccins. Mais c'est quoi ça? Notre devoir et notre droit déontologique de soigner les gens en toute conscience avec les connaissances que nous avons, nous est retiré par le ministère. Il serait temps que les médecins se retirent tous de l'ordre des médecins. Et je voudrais que vous les souteniez, que vous les encouragiez à faire ça. Allez trouver les avocats que vous connaissez pour que ces avocats, pour une fois, fassent les choses gratuitement et se mettent à la défense des conseils des citoyens. Moi, c'est ça que je vois. Et ça, c'est totalement non violent, mais vous sentez en même temps, ma colère, elle est là. Je pense qu'on peut être non violent tout en étant en colère. On peut être non violent sans être dans la haine. Mais c'est de dire simplement stop. Ah, tu vas faire plaisir. Pas plus loin. Je connais quelqu'un à qui tu vas faire plaisir, Jean-Jacques. Là, c'est une spéciale dédicace. La non-violence et la colère qui cohabitent et qui sont de la même essence. Et je suis d'accord avec toi parce qu'il faut avoir un courage inouï pour pouvoir tenir la posture de la non-violence. Et il faut une colère intérieure pour arriver à tenir droit sa position. Jean-Jacques, il va être 10 heures. On s'arrête. Hein. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire. Donc, il y a 13 000 personnes qui ont écouté Tonton Jean-Jacques en roue libre. Ouais. Moi, je crois que là, il va être 10 heures. Je crois qu'on peut tous se mettre là. On est 13 000 à suivre. On peut applaudir Jean-Jacques pour ce qu'il nous a donné ce soir. Merci. Vous pouvez tous applaudir. Merci Jean-Jacques. T'avais le feu. Ouais. C'est bon de voir un homme debout. C'est que le début, hein, puisqu'on a plein de choses prévues ensemble avec tous les copains et copines qui portent le message. C'est magnifique. Actuellement, l'important, c'est une guerre de l'information parce que tout se passe au niveau des croyances. Il faut démonter ce système de croyances fallacieux pour remettre un système de croyances vertueux dedans, pour comprendre que
comme tu le dis, le virus n'est pas un problème en tant que tel. On a vécu, on s'est développé, l'espèce humaine s'est développée dans un environnement et qu'on n'a pas à se protéger de cet environnement, mais à apprendre à s'y adapter. Et si cet environnement est trop éloigné de nos besoins physiologiques, alors à ce moment-là, il faut questionner notre environnement et le ramener dans un droit chemin. Qu'on n'a pas besoin de puçage, on n'a pas besoin d'identification, on a besoin d'avoir accès à nos besoins vitaux et qui sont une nourriture de qualité, un air de qualité, des relations sociales, un cadre de travail épanouissant, la famille, la présence des enfants, la présence des anciens. Voilà, on a besoin de contact avec les uns et avec les autres et non pas d'être isolés socialement. On a besoin de soleil, on a besoin d'air pur, on n'a pas besoin de masques ridicules sur la tête. Et tout ça, eh bien, c'est parce qu'on va le comprendre qu'ensuite on pourra l'imposer tous ensemble. C'est exactement ça. C'était magnifique, Jean-Jacques. Je suis ému. C'est un grand moment, un très très grand moment. Je vois dans le chat là, tout le monde qui essaye d'applaudir. C'est magnifique, magnifique. Jean-Jacques, je te remercie. Je renvoie vraiment vers la chaîne de Jean-Jacques Crèvecoeur. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Jean-Jacques, il fait de la formation. Il est habité. Vous voyez ce que c'est qu'un homme passionné. Je trouve ça magnifique. Tu es un exemple. Et je te dis pas ça pour te cirer les bottes. Tu es vraiment un exemple. Je te remercie sincèrement pour ta générosité, Jean-Jacques. On va se quitter avec le Pueblo Unido au Ramacera Vencido quand même. Hein. Je crois que ça s'impose. Le meilleur est devant nous. On va se retrouver tout bientôt. Le meilleur est devant nous parce qu'effectivement, ils ont abattu toutes leurs cartes. Attendez, excusez-moi, j'ai démarré un petit peu trop fort. Ils ont abattu toutes leurs cartes et maintenant, on connaît clairement leur jeu, donc on ne peut plus ne plus voir. Merci sincèrement, Jean-Jacques. Merci. Merci de ton accueil, Thierry, et merci à tous et toutes d'avoir participé en direct ou en différé à cette rencontre. Je suis très, très ému. Je vous sens à distance parce que le temps et l'espace n'existent pas du point de vue de la physique quantique que j'ai étudiée. Donc, merci pour votre soutien. Et maintenant, mettez-vous tous et toutes debout et dites non de façon non violente, mais de façon ferme. Merci, Jean-Jacques. Merci Jean-Jacques. Allez, on envoie la musique et diffusez cette vidéo, partagez-la en masse. Je ne sais même pas combien on est déjà à l'avoir vue, mais il y a 13 000 personnes. C'est magnifique. Merci.